Bonjour. D'une manière pratique, par rapport à vos livrets, nous en arrivons au livret numéro 6. Et nous reprenons donc cette histoire de la Savoie, là où on l'avait laissée, avec cet épisode qui commence en 1536, qu'on peut qualifier d'abord d'une invasion-occupation française et qui va se transformer au bout de 2 ans en une annexion ou un rattachement de la Savoie à la France, le premier attachement. Et l'épisode total va nous amener en 1559, donc ça veut dire qu'on a un épisode de 23 ans au total. L'histoire de la Savoie en tant qu'entité indépendante aurait pu s'arrêter avec cet épisode, mais comme on l'a vu, le renversement va se produire de manière militaire avec la victoire des troupes impériales, la bataille de Saint-Quentin, et à la tête des troupes impériales, on trouve Emmanuel Philibert, pardon, dans le bon sens, et Emmanuel Philibert, qui est donc le jeune duc de Savoie à cette époque, et qui a pris la tête des troupes impériales, qui est devenu en quelque sorte le bras droit militaire de cette maison des Habsbourg. La victoire de Saint-Quentin, elle va totalement transformer la donne, et donc Emmanuel Philibert va se retrouver à la tête de ces États tels qu'ils existaient au moment où son père les avait perdus. Alors, à une exception près, on l'a déjà dit, mais je le redis, c'est que de manière concomitante, il y a eu la perte de ce que l'on pourrait appeler la Suisse savoyarde, mais qui n'a pas un rapport direct avec l'invasion française. C'est simplement le fait que les réformés profitent de l'affaiblissement de la Savoie à cause de l'invasion française, mais ils en profitent, et ils en profitent pour se révolter et pour rendre les territoires réformés indépendants. Alors, la seule chose que va retrouver, et on va en parler très vite aujourd'hui, la seule chose que va retrouver Emmanuel Philibert, et où il y a des réformés qui sont installés, c'est le Chablais qu'on appelle aujourd'hui le Chablais français ou savoyard, comme vous voulez. On va voir quel problème ça pose. Mais disons que dès 1561, il importe pour Emmanuel Philibert de réformer, de réorganiser ces États. Et je veux commencer par ce qu'on appelle l'édit de Rivoli, parce qu'il a été signé à Rivoli au mois de septembre 1561, et c'est un édit qui a trait à l'usage de la langue. Alors, je rappelle qu'au Moyen-Âge, quasiment jusqu'à notre période, la langue officielle, la langue des juristes est la même que la langue de l'Église, c'est le latin. La langue d'usage à la cour de Savoie, la langue parlée dans une grande partie des États, c'est le français. Et puis la langue qui est utilisée dans les villages, pour toute la partie occidentale, c'est le franco-provençal. Alors, partie occidentale au sens large, parce qu'il y a non seulement les pays de l'Ain, la Savoie, mais il y a aussi le Val d'Ost et le haut de la vallée de Sus qui utilise le franco
provençal. Et puis il y a le piémontais qui est un dialecte spécifique. Alors, cet édit de Rivoli, il va surtout transformer, je dirais, les actes officiels. Et c'est un pas important dans le domaine du bilinguisme, en ce sens que les actes officiels, les actes publics vont maintenant devoir être rédigés en français et en italien. L'italien, c'est une langue qui s'est principalement développée à partir du toscan. C'est dans la région de la Toscane que la langue italienne telle qu'on la parle aujourd'hui est née. Et en 1509 est paru un dictionnaire en 4 langues, qui est le dictionnaire de Calpino. On parle aujourd'hui du calepin, le petit carnet sur lequel on note les choses, ça vient de là. Bon, le premier dictionnaire de ce personnage est un dictionnaire énorme, puisqu'il est rédigé, enfin, il donne les correspondances de 4 langues entre elles, l'hébreu, le grec, le latin et l'italien. Et ça veut dire que l'italien, si on tient à lui donner des correspondances par rapport à ces 3 langues un peu fondatrices par rapport à notre culture, c'est bien pour dire qu'il y a un latin officiel qui existe. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut préciser, c'est que dans ces mesures de l'édit de Rivoli, on fait quand même une distinction. Si on va vers un bilinguisme, c'est parce qu'il y a cette idée que d'un côté des Alpes, le français est la langue plus facilement comprise, et que de l'autre côté, c'est l'italien qui s'impose petit à petit. Mais on respecte un particularisme, c'est le particularisme valdotin, c'est-à-dire que le Val d'Ost est bien sur la partie orientale des Alpes, mais l'édit est très clair. Sur la page 4 du livret, vous avez un extrait un peu développé à ce sujet. L'édit dit bien que la langue française est la langue, comme dit le texte, en notre pays et duché d'Ost. Donc, voilà, même si dans les années qui vont suivre, il va y avoir de multiples tentatives d'italianisation du Val d'Ost, on entérine quand même le fait que le Val d'Ost est avant tout un pays de langue française. Ceci dit, ce qu'il faut retenir, donc, c'est ce bilinguisme qui fait qu'on marque un peu plus les États de la Maison de Savoie comme des États qui sont aussi italiens, au moins par la langue pour l'instant. Bon, deuxième chose importante, si on veut réorganiser un État, il importe de réorganiser la finance. Et un État, un des moyens importants pour un État pour se financer, c'est bien sûr tout ce qui concerne l'impôt. Et on va avoir, en 1560-61, un certain nombre de textes qui vont organiser la gabelle du sel. Gabelle du sel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vente du sel devient un monopole d'État. Et si c'est un monopole d'État, eh bien, ça veut dire que l'État est en droit de percevoir des taxes sur le sel. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, pour nous, le sel, c'est un ajout culinaire. À cette époque, c'est très important parce que le sel, c'est pour les humains, mais le sel, c'est aussi ce qui concerne les animaux. On a ce qu'on appelle les animaux prenant du sel, c'est-à-dire les
Caprin. On a aussi le fait que dans un monde sans frigidaire et sans autres moyens de conservation sur le long terme, sans congélateur, on se tourne du côté des salaisons. Donc ça veut dire que là, il faut encore à nouveau un usage important du sel. Donc les choses ont pas changé. Qu'est-ce qu'on va taxer? On ne va pas taxer les produits qui concernent une toute petite minorité, mais on va taxer les produits dont l'ensemble des personnes sont dépendantes. Donc, si le sel devient un monopole d'État, ça veut dire qu'on institue la gabelle et il va falloir s'interroger sur comment est-ce que l'on va répartir cette gabelle. Il y a plusieurs manières, hein. Les États ne manquent jamais d'imagination quand il s'agit de mettre en place des impôts. Emmanuel Philibert a essayé de se dire quelle est la manière la plus juste, mais en même temps la plus efficace de procéder. Alors, c'est là où a été institué une sorte de grand recensement pour la répartition de la gabelle, c'est-à-dire que dès 1561, on va procéder à une sorte de grande radioscopie des États de la Maison de Savoie, et pour ce faire, il y a des commissaires qui vont passer dans la totalité des communautés et on va enregistrer famille par famille, et c'est très précieux pour les historiens, pour les généalogistes, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire économique aussi. Ça nous donne la composition de chaque famille, il faut plutôt dire de chaque feu, ce qu'on appelle un feu à cette époque, c'est justement ceux qui se chauffent ensemble, donc ceux qui habitent sous le même toit. Ça donne une structure qui est beaucoup plus large que la famille actuelle, parce que généralement, dans chaque feu, il y a 3 générations, et puis il y a des collatéraux qui vivent avec l'aîné. Donc voilà, ça permet de comprendre un peu cette structure. On a les noms de chaque personnage. On a aussi une distinction qui est faite, et là je dirais simplement pour ceux qui veulent utiliser ces recensements, il faut faire attention, c'est qu'on distingue les enfants de moins de 5 ans, sachant pourquoi est-ce qu'on les distingue, c'est tout simplement parce qu'ils n'étaient pas imposés, et c'est vrai qu'on se rend compte dans certains cas qu'on avait tendance à avoir 5 ans, enfin un peu moins de 5 ans pendant plusieurs années, quand c'était possible. Bon, tricher face aux impôts, c'est un sport national relativement ancien. Ça permet aussi de savoir quelle était la fortune, au moins un aspect de la fortune de ces feux, puisqu'on va nous donner, donc éventuellement, pour les gens les plus riches, s'il y a des bœufs, ensuite le nombre de vaches, le nombre de genisses, alors qu'on va distinguer entre les modes et les mozons, puisqu'on utilise les termes du franco-provençal, le moson étant l'âge intermédiaire entre le veau et la genisse, qui est donc la mode, et on a enfin les veaux. On a aussi, et là on ne distingue pas, mais on a le nombre de vins et on a le nombre de caprins. Ça permet d'avoir donc une idée de la fortune. Ça ne parle pas des terrains, hein, mais au moins par les animaux, de la fortune de chaque famille. Et en regroupant, ça permet d'avoir la fortune de chaque communauté. Puisqu'on est à une époque où les impôts sont au niveau de la communauté. Alors c'est important après de savoir quelle est la part de chacun dans la communauté, mais par rapport au niveau de l'État, ce qui l'intéresse, c'est que la communauté paye sa part, elle la répartit ensuite.
cet impôt, bon, petit à petit, il laissera place à un autre qu'on appelle la taille, qui est un impôt foncier, qui va se développer au XVIIe, mais surtout au XVIIIe siècle, et qui supposera, on en reparlera plus tard, que soit constitué le cadastre. Quand on parle du sel en Savoie, il faut savoir que la saline principale et essentielle était celle de Moutier. À côté de Moutier, on en a parlé en évoquant les structures médiévales. Il y a la petite communauté de Salins. Salins, sel vient de Salins, mais comme c'est très encaissé, très étroit, l'eau était conduite jusqu'à Moutier, où on extrayait le sel, et comme il y en avait énormément, c'était des sources très riches, au XVIIIe siècle, une partie de cette eau va être transportée, canalisée jusqu'à la plaine qui se trouve au-dessous de Conflans, et donc ça veut dire qu'on avait installé 25 km ou un peu plus de tuyauterie. Et donc sur le territoire actuel d'Albertville, il y avait une deuxième saline. Et donc c'est une production qui était très intéressante à ce niveau-là. Donc voilà, la réorganisation de l'État, ça veut dire qu'il faut avoir des financements qui soient stables et qui puissent être acceptés par la population. Donc, si cela vous intéresse, il y a le recensement de 1561, mais il y en a d'autres, hein, puisque le principe était de faire un recensement dans chaque communauté à peu près tous les 5 ans. Celui de 1561 a été énormément travaillé déjà. La langue du XVIe siècle, enfin l'écriture du XVIe siècle n'est pas une écriture facile, mais je pense que pour la plupart des communautés savoyardes, aujourd'hui, il y a des transcriptions qui ont été faites. Bon, un autre changement qui est essentiel, et là c'est vraiment, on peut dire, une bascule géographique, en 1563, après avoir donc récupéré son duché qui a été occupé pendant 23 ans, Emmanuel Philibert se dit qu'il y a quelque chose de très fragile, c'est le fait d'avoir une capitale qui soit à Chambéry. D'autant plus que la capitale, ça commence à être parlant. On avait dit qu'au Moyen-Âge, la capitale, c'est là où se trouve le comte. On a vu comment Chambéry a petit à petit émergé, mais plus d'une manière administrative, fiscale, etc. Bon, maintenant, on est un peu plus dans l'idée d'une capitale qui regroupe beaucoup de choses. Donc, Chambéry, pourquoi est-ce que c'est dangereux? C'est tout simplement parce que Chambéry est à une demi-journée de marche, même moins, des frontières. Donc, si une armée étrangère, et une armée étrangère à cette époque, ça veut dire une armée française, peut, en une demi-journée, prendre la capitale et paralyser le pays, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc c'est ce qui explique en très grande partie pourquoi le grand choix qui va être fait par Emmanuel Philibert, c'est le transfert de la capitale à Turin. Déplacement de la capitale, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, le pouvoir va se situer sur la partie orientale des Alpes. Ça veut dire que si la capitale est à Turin, le Piémont va devenir en quelque sorte la région centrale, non pas au sens géographique, parce qu'au niveau de la Savoie, si ce n'est d'installer un palais au sommet du Mont Blanc,
poids du Piémont va être beaucoup plus important. Rappelons-nous ce qu'on a dit. On a dit que dans un premier temps, le Piémont, il était venu dans la corbeille de mariée d'Adélaïde de Suse, et qu'à cette époque-là, ça avait eu beaucoup plus d'importance. D'abord, ce n'était pas tout le Piémont, et ça avait eu beaucoup plus d'importance par rapport au passage du Mont-Cenis que par rapport au territoire lui-même. Et ce qui le montre bien, quand il y a eu cette difficile succession des enfants de Thomas Ier, quand Philippe choisit Amédée V, qui n'est pas l'aîné de ses neveux, pour le remplacer, on a vu que le Piémont est donné à la branche aînée, avec cette opération un peu bizarre d'un apanage à la branche aînée, alors que l'apanage normalement est pour les branches cadettes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cette époque, la maison de Savoie était prête à sacrifier, entre guillemets, le Piémont pendant quelques générations. On savait qu'on le retrouverait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'unification territoriale qui est acquise durant le règne d'Amédée VIII fait que maintenant, Emmanuel Philibert peut faire ce choix de dire « je déplace ma capitale ». Le palais royal de Turin va devenir une des principales résidences de la maison de Savoie. Bon, il y a toujours un peu d'itinérance, mais la maison de Savoie va plus être basée au Piémont, et ça jusqu'en 1865. Ça veut dire que le royaume d'Italie sera créé en 1861, mais pendant 4 ans, la capitale de ce royaume d'Italie sera Turin, et ensuite la capitale, c'est un peu une marche vers le sud, elle sera déplacée à Florence, et c'est seulement la décennie suivante que la capitale va devenir Rome. Mais donc pour l'instant, nous sommes dans un duché de Savoie qui a sa capitale à Turin et dont la vie politique va s'organiser autour du Palais Royal, avec un autre bâtiment aussi très important, c'est le Palais Madame. Le Palais Madame, qui était, c'est ce qui donne son nom, qui était la résidence habituelle des régentes, c'est-à-dire de la mère du duc régnant. Là, un troisième bâtiment aussi qui va acquérir de l'importance, c'est la basilique de la Supergue. La basilique de la Supergue, qui est cette basilique qui est construite au sommet d'une colline qui domine Turin, et qui va devenir, et ça montre bien que là aussi on déplace les choses. Bon, c'est pas la fin de l'histoire d'Hautecombe, mais Hautecombe avait joué un rôle important de nécropole, et donc maintenant c'est cette basilique de la Supergue qui va servir de nécropole pour la maison de Savoie installée à Turin en Piémont. Alors, que devient la Savoie? La Savoie n'est pas totalement privée de structure. La Savoie, elle va continuer à avoir un Sénat, elle va continuer à avoir une Chambre des comptes, mais c'est plus là où il y a les rouages essentiels. Ce qui est surtout important, c'est de regarder les choses d'un point de vue militaire. Les militaires ont une expression, ils parlent du glacis. Alors, un vrai glacis, c'est quoi? C'est un terrain qui est découvert, mais par extension, on appelle un glacis les espaces tampons. Les espaces tampons, c'est-à-dire des espaces qui peuvent être envahis, mais qui vont servir à bloquer l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi étant, dans le contexte actuel de notre histoire,
étant les Français, on part du principe que la Savoie, les Français peuvent y pénétrer, c'est compliqué, il y a la forteresse de Montmélian, il y a Pierre-Châtel, il y a un certain nombre d'autres forteresses qui vont d'ailleurs être réhabilitées, revalorisées au cours de cette période, mais ça paraît compliqué de faire une barrière, on n'imagine pas de construire un mur tout au long de la frontière entre la France et la Savoie. Et donc on part du principe que si les Français entrent en Savoie, ce qui est essentiel, c'est quoi? Ben, c'est qu'ils ne puissent pas passer l'école. Donc il va falloir fortifier l'école, et en particulier le passage du Mont-Cenis. Et c'est pour ça que dans cette politique débute au XVIe siècle un ensemble de constructions qui verront leur aboutissement au XIXe siècle avec la barrière de l'Essaillon en Maurienne. À la page 9 du livret, vous avez quelques éléments sur la barrière de l'Essaillon, ainsi que sur Montmélian, parce que Montmélian, c'est vraiment, pour cette période moderne, un fort exceptionnel. Le bourg est au pied du fort, qui se trouve sur la colline qui domine Montmélian, et c'est très stratégique. Pourquoi? Parce que Montmélian, c'est le pont sur l'Isère, et ce pont, c'est le seul moyen, quand on vient de France, d'accéder à la rive droite de l'Isère. Donc la défense de ce pont, la position fortifiée de Montmélian, c'est essentiel, mais en même temps, on a pris les moyens, en faisant ce déplacement Chambéry-Turin, on a pris les moyens quand même de retarder, voire de bloquer quelconque envahissement des Français. Alors maintenant, il reste une question qui est très importante, ce sont les conséquences de la réforme. En 1536, donc, on avait dit que ce sont les Bernois qui se sont emparés du Chablais. Alors le Chablais, au sens où on en parlait, c'était pas qu'un Chablais, je rappelle, ça vient de l'expression qui désigne la tête du lac. Donc ça veut dire que le Chablais, par rapport à aujourd'hui, il est transfrontalier. Le Chablais, c'est le Bas-Valais, c'est l'extrémité du pays de Vaud, et c'est le Chablais français d'aujourd'hui. Donc en 1559, la Maison de Savoie retrouve une partie de ce territoire, mais cette partie de territoire, elle est devenue un territoire réformé. Les gens qui y vivent sont passés du catholicisme au protestantisme. Et là, il y a une question qui se pose, qui est une question très ancienne. Je fais un petit rappel fort rapide. Je pense que personne n'a oublié l'édit de Constantin en 313, qui est quelque chose d'exceptionnel, parce que l'édit de Constantin, c'est la reconnaissance que dans un État, à savoir l'Empire romain, il peut y avoir plusieurs religions. Et c'est Théodose, 80 ans plus tard, qui va situer la fin du match en disant l'Empire est chrétien et les citoyens de l'Empire sont chrétiens. Donc ça veut dire que la parenthèse qui est introduite par l'édit de Milan, l'édit de Constantin, elle a été de relativement courte durée, parce que cette idée qu'il puisse y avoir plusieurs religions qui cohabitent
au sein du même État, c'est une idée qui ne passe pas du tout. On disait que la religion du roi était la religion du peuple et qu'il ne pouvait y avoir qu'un roi et qu'une foi. Donc, alors, petite exception, mais j'allais dire, elle est presque plus économique que idéologique. On a dit qu'au Moyen-Âge, des communautés juives s'installaient en Savoie, en particulier une juiverie relativement importante au pied du château de Chambéry. Mais voilà, c'est parce que ces juifs, on en avait besoin, en particulier pour un certain nombre de métiers qui tournaient autour du prêt, du change, enfin, aujourd'hui on dirait de la banque, mais il y a quand même cette idée que les États de la Maison de Savoie sont des États catholiques. Donc là se pose cette question, est-ce qu'on peut imaginer que sur ces États, il puisse y avoir une frange du territoire qui ne soit pas catholique, mais en l'occurrence qui soit réformée. Cette question, elle se pose dès 1559. C'est le successeur et le fils donc d'Emmanuel Philibert, qui s'appelle Charles-Emmanuel, le duc Charles-Emmanuel, qui devient duc en 1580, qui va devoir l'affronter directement. Et cette question du Chablais, on va la confier à un ecclésiastique, cet ecclésiastique qui à cette époque n'est pas encore évêque, qui le deviendra plus tard, et qui s'appelle François de Sales. Alors, François de Sales part en Chablais, il est accompagné de son cousin. Il a très peu de choses. Il a la Bible et il a un autre livre qui s'appelle Les Controverses, qui a été écrit par un théologien très important qui est Robert Bellarmin. Et c'est un livre, Les Controverses, qui a été écrit spécialement pour lorsqu'on a à discuter avec des réformés. Ça veut dire qu'on part des points de doctrine mis en avant par les réformés et on essaye de dire comment est-ce qu'un catholique peut répondre à cela. Bon, tout ça prend du temps, hein, c'est au mois de septembre 1594 que François quitte Annecy et il va s'installer dans la forteresse des Alinges. Alors vous avez aux pages 12 et 13 du livret, la Google Maps vous permet de situer les Alinges par rapport à Thonon et donc par rapport au Léman. Vous avez une photo des Alinges aujourd'hui. Et donc, François ne va pas rester à l'intérieur de cette forteresse, mais il part prêcher à Thonon, qui est devenue une ville calviniste, et tous les soirs, donc, il rentre aux Alinges. Alors, ça ne se passe pas très bien, parce que le consistoire de Thonon va interdire à ce que les gens aillent écouter les prêches de François. Et c'est là où il va inventer une chose. Il va décider ces sermons, plutôt que de les dire dans un milieu hostile ou de les dire dans un espace dans lequel il y a de moins en moins de monde, il décide de les faire imprimer sur des feuilles volantes. Et ces feuilles volantes, il va les placarder à des endroits stratégiques de la ville. Ça veut dire que François de Sales, il invente un nouveau moyen de communication. Il invente un nouveau moyen de communication, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Église a fait de François de Sales le saint patron des journalistes. Bon, c'est pas tout à fait du journalisme, vous allez me dire, mais voilà, c'est à défaut de
pouvoir utiliser ce moyen très classique et très ancien dans l'Église qui est le prêche, on invente quelque chose. On ne peut pas parler directement aux gens, ben, c'est un peu, je ne sais pas, peut-être que François de Sales aujourd'hui aurait une page Facebook très suivie. C'est de l'innovation. Et petit à petit, hein, quand on arrive en 1596-1597, les choses commencent à basculer dans le Chablais, c'est-à-dire que François, à nouveau, peut commencer à faire des prêches publiques parce que les gens le suivent, les gens ont apprécié la manière dont il a parlé, la manière aussi, je dirais, dont il controverse. Parce que c'est quelqu'un qui est à la fois très ferme par rapport à la doctrine, mais qui en même temps a un très grand respect de ceux qui sont en face de lui. Et il y a des premières conversions qui vont se faire, avec parfois des personnages relativement importants. À la Noël 1597, il reçoit l'autorisation de rétablir une messe à Thonon. Il va secrètement rencontrer Théodore de Bèze, qui est le successeur de Calvin, et il ne le convertit pas, mais on dit qu'il a réussi à troubler Théodore de Bèze. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il a cette force de conviction qui fait que ben, l'autre garde ses idées, mais en même temps, voilà, il reconnaît qu'il y a des choses qui peuvent se discuter. En 1598 a lieu à Thonon la visite du cardinal Légat. Alors, ce qu'on appelle un légat, c'est le représentant officiel du pape. Alors, c'est un Médicis, hein. Et il y a en même temps Charles-Emmanuel Ier qui va accompagner le légat. Le problème, autant François de Sales est un humaniste, autant François de Sales est quelqu'un qui, encore une fois, respecte l'adversaire. C'est pas du tout ni le caractère, ni la politique, ni la diplomatie de Charles-Emmanuel. Charles-Emmanuel, du moment qu'une porte est ouverte, il essaye de la défoncer, des fois que ça élargisse un peu plus le cadre. Alors, dans un premier temps, il va y avoir une fête somptueuse. Alors, on nous dit que ces fêtes sont l'occasion de conversion massive, 2300 personnes en 11 jours, mais le duc de Savoie décide d'appliquer de manière assez violente le principe dont je vous parlais, une foi, un roi, une loi, c'est-à-dire que pour lui, il n'est pas question que, même si tout le monde ne s'est pas converti, il puisse rester du protestantisme au Chablais. Donc on confisque, on détruit les livres protestants, on expulse les ministres calvinistes, on leur interdit d'exercer des charges publiques. Et quant à ceux qui persistent, ben, ils n'ont plus qu'une solution. C'est soit ils se convertissent, soit ils doivent partir, quitter les États de la Maison de Savoie. Donc, des mesures donc, très dures, hein, surtout des mesures qui ne laissent plus place à la discussion. Et c'est là, on se rend bien compte que tous les personnages ne sont pas sur la même ligne. Bon, François de Sales ne va pas aller à l'encontre du duc de Savoie, mais il a cherché quand même à adoucir un peu les choses avec des sauf-conduits pour les exilés. Il y a quelques exilés qu'il va continuer à visiter de manière à ce que le dialogue ne soit pas rompu. Mais le Chablais redevient catholique
Et on pourrait dire qu'il y a deux plans. Le plan de François de Sales est un plan religieux. Et sur ce terrain, François de Sales est convaincu qu'il faut dialoguer. Et d'ailleurs, il y a un évêque d'Annecy qui était évêque au moment du Concile Vatican II, qui avait montré comment François de Sales se situait déjà dans une perspective, bon, qui n'est pas l'œcuménisme au sens où l'Église le conçoit aujourd'hui, mais en tout cas, il a toujours tenu à ouvrir et à faire perdurer un peu cette attitude de dialogue. Et puis, Charles-Emmanuel, lui, se place sur un autre terrain. Il se place sur le terrain de la politique. Et le terrain de la politique, c'est soit vous vous convertissez, soit vous partez manu militari. Et c'est comme ça que cette histoire, cette parenthèse quelque part, va se terminer pour la bonne raison que dans aucun État on est prêt à se mettre dans l'attitude qui sera celle de la laïcité. On sait très bien que par exemple pour la France, il faudra attendre le tout début du XXe siècle pour ça, et vous savez très bien qu'en histoire de France, on évoque les guerres de religion, on évoque des périodes où il y a eu peut-être des terrains d'entente, mais qui ont été remis en cause ensuite. Alors, il y a un dernier aspect. L'évêque, vous vous souvenez que l'évêque réside, en 1536, il réside à Genève. C'est l'évêque de Genève. Quand on arrive à la fin de la période de réorganisation des États, avec Emmanuel Philibert et ensuite Charles-Emmanuel, il paraît difficile de laisser l'évêque à Genève. Ça n'aurait pas été impossible, puisque, souvenez-vous aussi, et pour l'instant, l'évêque de la Savoie propre est l'évêque de Grenoble, l'évêque français de Grenoble. Bon, là, on décide une chose, c'est qu'on décide, c'est en 1568, que l'évêque de Genève va s'installer à Annecy. Alors, dans un premier temps, on dira évêque de Genève en résidence à Annecy, pour bien dire que le siège est à Genève. Ensuite, peut-être pour simplifier cette phrase compliquée, on dira évêque de Genève, Trémignon, Annecy. Et puis, il y a un moment où on dira l'évêque d'Annecy, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Annecy a construit son rôle de cité importante grâce à des migrants genevois, puisque les comtes de Genève, suite à leur prise de position lors de la guerre de succession de Bourgogne, avaient dû quitter Genève. Ils ont transité par la Roche-sur-Foron et ils sont ensuite installés dans le château d'Annecy. Et maintenant, ben, voilà que l'évêque quitte Genève pour venir à Annecy. Donc, et le comte et l'évêque ont suivi le même itinéraire. Alors, Charles-Emmanuel, c'est quelqu'un qui devient donc duc de Savoie à la mort de son père, Emmanuel Philibert, en 1580. Et il va rester duc jusqu'à sa mort. Ça veut dire qu'il va être duc, il meurt en 1630, il va être duc pendant un demi-siècle. Alors, je sais bien qu'on a Louis XIV en France qui aura un règne beaucoup plus long, mais un règne d'un demi-siècle, c'est quand même assez exceptionnel, sachant que lorsqu'il devient duc, il a 18 ans, il est né en 1562,
Vous rappelez que Charles-Emmanuel avait été obligé de se marier avec une dame de France et que la condition pour qu'il garde ses états, c'est qu'il y ait une descendance mâle. Ceci dit, c'est le successeur, mais en même temps, on a l'impression que c'est deux personnages très différents. Pourquoi deux personnages très différents? Parce que Emmanuel Philibert, ça a été le reconstructeur. Charles-Emmanuel Ier, on a l'impression que c'est un peu celui qui va casser beaucoup de choses, sans doute parce que c'est un personnage qui est très ambitieux. L'ambition, c'est bien, enfin, surtout quand on est à la tête d'un État, mais à la condition qu'on sache avoir de l'ambition réaliste. Et Charles-Emmanuel ne l'a peut-être pas. Alors, dans un premier temps, Charles-Emmanuel voulait devenir roi de France. Alors, quand on le dit comme ça, brut de décoffrage, on peut peut-être s'inquiéter sur la santé mentale du personnage. Aujourd'hui, des gens qui sont convaincus qu'ils vont devenir roi de France, il y en a un certain nombre, mais ils sont plutôt dans les hôpitaux psychiatriques. Avec Charles-Emmanuel, c'est pas si saugrenu que ça. Pourquoi? Ceux qui adorent la généalogie, vous allez être contents. Il faut revenir un petit peu aux arbres généalogiques qu'on a déjà évoqués, avec ce personnage très important qui est Louise de Savoie. Louise de Savoie, souvenez-vous, c'est la maman de François Ier. Alors, je dis les choses rapidement par rapport à la France. Donc, François Ier, il a un fils qui s'appelle Henri II, qui lui succède, et Emmanuel Philibert a dû épouser la sœur d'Henri II, qui est donc Marguerite de Valois. Ce qui fait qu'il y a une grande parenté entre la maison France et la maison de Savoie. Alors, après Henri II, il y a trois de ses fils qui vont lui succéder, à savoir François II. François II qui décède à l'âge de 16 ans, donc il n'y a pas de descendance. On a ensuite son frère Charles IX qui décède à 23 ans, toute une lignée où les gens décèdent relativement jeunes. Alors François II, Charles IX, pardon, a bien une descendance, mais il a une fille et il a un fils, mais le fils est illégitime. Donc ça veut dire que ni la fille parce qu'elle est fille, ni le fils parce qu'il est illégitime peuvent lui succéder. Donc c'est un troisième frère qui va monter sur le trône de France, qui est Henri III, et Henri III décède sans descendance. Donc ça veut dire que la branche des Angoulême, des Valois-Angoulême, qui a commencé avec François Ier, est une branche qui, cette fois, est éteinte, puisque dans la descendance d'Henri II, ensuite il y a des filles, mais les trois frères se sont succédés et il n'y a pas d'autres personnes aptes à succéder, selon la loi celtique. Je le signale, prenez-vous pas la tête avec ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Charles-Emmanuel, c'est donc le neveu d'Henri II, puisque son père a épousé la sœur d'Henri II. Ça veut dire que les trois derniers rois Valois-Angoulême, ce sont des cousins du duc de Savoie.
Russes, Charles IX et Henri III. Et qui est-ce qu'il a épousé? Il a épousé Catherine Michel d'Autriche, qui est la petite-fille de son oncle. Donc si un jour, pour briller un peu lors d'un repas, vous voulez citer le cas de quelqu'un qui est devenu le neveu de ses cousins, vous pouvez parler de notre duc. Alors, Henri III, il a conscience qu'il est le dernier des Valois, que c'est la fin des Valois, et donc il a anticipé sur la succession, et il a désigné à la fois son beau-frère et son cousin, issu de Germain. Et c'est qui? C'est Henri, le roi de Navarre, et il a désigné comme son successeur légitime. Il a épousé donc Marguerite de France, qu'on appelle aussi Marguerite de Valois, et que l'histoire a retenu peut-être plus facilement sous le nom de la reine Margot. Sa grand-mère était la sœur de François Ier, donc on revient toujours, vous voyez, quelle que soit la branche que vous prenez, il y a toujours un moment où vous pouvez remonter à Louise de Savoie. C'est vraiment elle qui est un peu la plaque tournante entre toutes ces familles. Alors, c'est là où je dis pour Charles-Emmanuel, vouloir devenir roi de France, c'est pas si psychotique que ça, parce que si on regarde les liens entre les derniers Valois, les Navarres et les Savoie, les liens sont les mêmes. Donc c'est une question de choix. Et ce que ne va pas comprendre Charles-Emmanuel Ier, c'est pourquoi est-ce que le dernier Valois peut lui préférer Henri IV, alors que Henri IV est protestant, et que lui est un roi très catholique, et qui vient même de nettoyer ses États de cette poche réformée qui s'y trouvait. Donc, c'est très compliqué. La formule n'est certainement pas de lui, mais vous savez qu'on prête à Henri IV une formule, il aurait dit Paris vaut bien une messe. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir la conversion d'Henri IV, et Henri IV, pour asseoir le choix qui a été fait au trône de France, devient catholique. Et ça veut dire que Charles-Emmanuel doit abandonner son rêve français et il va se tourner vers d'autres territoires. Et là aussi, bon, c'est très ambitieux, même si on peut y trouver un fondement. En particulier, donc, là, vous avez une carte, page 19, qui peut vous permettre peut-être de bien articuler les différentes choses. Charles-Emmanuel Ier va s'intéresser au marquisat de Saluces. Alors, pourquoi le marquisat de Saluces? C'est tout simplement parce que c'est une enclave piémontaise, mais surtout, c'est une enclave piémontaise qui a une frontière commune avec le Dauphiné, qui est devenu, vous en souvenez, français. Et donc, Charles-Emmanuel, il est toujours dans une sorte de... on a l'impression que c'est une opération tactique, mais il y a beaucoup d'emphase, parce qu'il dit qu'il veut reconquérir Genève. À partir de Genève, il veut reconquérir le pays de Vaud, et puis il veut conquérir le Dauphiné et la Provence. Bon, c'est pas complètement incongru, mais à condition d'avoir les moyens de ses ambitions. Donc vous voyez sur la carte, les États de la Maison de Savoie, maintenant, c'est tout ce qui est en jaune. Le Dauphiné, dont notre ancien viennois est en vert, la Provence est en blanc au sud, et vous avez le marquisat de Saluces qui joue un peu le rôle de charnière. Donc tout ça, pourquoi pas? Mais il faut avoir les moyens
de ses ambitions. Et on est à un moment de l'histoire où la Savoie ne les a sans doute pas. Et très vite, Henri IV va rappeler alors le duc de Savoie. Et sa réponse, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la seconde invasion française. La première, on est donc avec François Ier. La seconde, c'est celle d'Henri IV. Le 14 août 1600, Henri IV déclare la guerre à la Savoie. Et celui qui commande les troupes françaises, c'est le connétable de Lesdiguières. Et ça permet de comprendre pourquoi à Grenoble, il y a une rue, une place Lesdiguières, il y a un lycée de Grenoble qui s'appelle le lycée Lesdiguières. C'est tout simplement parce que c'est de là que les troupes françaises sont parties pour entrer dans la Savoie. Il y a également un autre personnage bien connu de l'histoire d'Henri IV, c'est Sully, qui va jouer un rôle. Ils vont commencer par s'emparer de la ville de Montmélian, et puis ensuite Sully va assiéger la citadelle qui se trouve au-dessus de la ville elle-même. Chambéry est assiégée, les troupes vont remonter jusqu'à Conflans, il y a des archives qui sont brûlées, il y a des châteaux, des églises qui sont saccagées. En Tarentaise, c'est la prise du château de Briançon, et puis un peu plus haut, c'est la prise du château Saint-Jacques, qui était le château historique des archevêques de Tarentaise. C'est une guerre qui est assez rapide, hein, et donc très vite, il va y avoir l'obligation pour le duc de Savoie de signer un traité, on l'appelle le traité de Lyon, puisque c'est là où on l'oblige à les signer. On est le 17 janvier 1601, vous voyez, 14 août 1600, 17 janvier 1601, ça a été une opération extrêmement rapide. Le duc doit payer 300 000 livres pour les frais de guerre. Dans le petit livret, je vous mets une comparaison. Hein, c'est l'époque où une vache coûte 40 livres. Donc 300 000 livres, c'est l'équivalent d'un troupeau de 7500 vaches. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Et puis, il y a deux concessions qui sont faites. La Savoie peut conserver le marquisat de Saluces, puisqu'il le voulait, on lui donne, et Henri IV s'engage à rendre les places conquises en Savoie. Mais dans quel état? Et il précise bien qu'il rend les places, c'est-à-dire qu'il rend les lieux, mais il garde le matériel, les canons capturés et saisis. Donc ça veut dire qu'une place, quand il n'y a plus de canons à l'intérieur, ça ne sert plus à grand-chose. Et par contre, le royaume de France va annexer le traité de Lyon, définitivement la Bresse, le Bugey, le comté de Gex, le Val-Romain, et tout le cours du Rhône depuis sa sortie de Genève. Ça veut dire que c'en est fini des pays de l'Ain savoyard, et on en a beaucoup voulu à Charles-Emmanuel. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a dit qu'il avait échangé les gentilshommes bressans contre quelques paysans piémontais. Il est très content d'avoir obtenu le marquisat de Saluces, mais qu'est-ce que le marquisat de Saluces en comparaison des pays de l'Ain? Oui, parce que Saluces, peut-être que c'est stratégique à la condition qu'à partir de Saluces, on puisse ensuite intervenir en Dauphiné et descendre en Provence. Mais en soi, le marquisat de Saluces, ce n'est pas très important. Alors que les pays de l'Ain savoyard, c'était essentiel, et puis c'était la porte de Lyon. Donc on voit comment maintenant tout a basculé. La capitale est à Turin, le Piémont est devenu la place centrale, et de ce côté-ci des Alpes, eh bien, on n'a plus que, j'allais dire, la Savoie au sens actuel. Alors, bien sûr, plus au sud,
on a le comté de Nice, mais le comté de Nice est plus à rattacher avec le Piémont, même si aujourd'hui il y a une frontière. Bon, alors on se dit, ça y est, Charles-Emmanuel est calmé, mais non, c'est très mal le connaître, parce qu'il y a une chose qu'il avait quand même inscrit à son programme, c'est Genève. Et ça, il n'en démord pas. Donc, c'est pas nouveau, hein. C'est vrai que les comtes de Savoie, les ducs qui l'ont précédé ont toujours souhaité vraiment pouvoir mettre la main sur Genève, parce que Genève, c'est quand même une place économique qui joue un rôle européen. Il y a des foires de Genève qui sont très importantes, il y a un dynamisme économique, mais ce dynamisme économique et politique, il a quand même été obtenu par les bourgeois de Genève qui tiennent à leur indépendance. On a vu que Genève maintenant n'a plus son évêque qui a trouvé refuge à Annecy, et Genève est devenue, on utilise parfois un peu cette expression par comparaison, on dit que c'est la Rome du calvinisme, c'est-à-dire que c'est le centre religieux de la Réforme. Et Genève, au cours du XVIe siècle, pour se protéger un peu de ce voisin savoyard, s'est fortifié. Il y a une muraille assez imposante tout autour de Genève. Donc Genève, c'est la cité indépendante qui s'est construite un peu comme une cité presque autonome. Emmanuel Philibert, beaucoup plus diplomate que son fils, avait tenté une approche diplomatique des bourgeois de Genève. Charles-Emmanuel, lui, la diplomatie n'est pas son fort. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la guerre. Donc, il veut prendre Genève de force. Et il a décidé d'une opération. Donc là, on est vraiment dans la guerre éclair, hein, c'est-à-dire que ce genre d'opération, ça sourit ou pas, mais ça ne peut pas s'installer dans le temps. Donc tout doit se passer dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602, et c'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'escalade. Pourquoi on appelle ça l'escalade? Eh bien tout simplement parce que cette attaque surprise devait se faire lorsque les portes de Genève étaient fermées pendant la nuit. L'armée savoyarde était prête à intervenir avec des échelles, et il s'agissait, sans se faire repérer, de mettre ces échelles en place le long de la muraille, et d'un seul coup de se retrouver sur la muraille, et par surprise de prendre la cité. On a peint en noir les cuirasses des combattants, pour qu'ils ne soient pas du tout repérés, et l'ordre de l'escalade est donné à 2 h du matin. Pour Charles-Emmanuel, ça prend aussi l'aspect d'une guerre sainte. C'est une guerre sainte, et il y a un père jésuite qui est au pied de la muraille, qui bénit les combattants, et qui leur dit que s'ils réussissent, mais s'ils meurent, ils seront morts pour la cause de l'Église catholique, et ils ont la certitude qu'ils iront directement au paradis. L'escalade, il faut reconnaître, c'est une opération qui a été bien préparée, et en même temps, c'est le plus grand fiasco de l'histoire militaire savoyarde. Pourquoi? Parce que, alors que les premiers assaillants arrivent sur la courtine, donc ça veut dire qu'ils ont réussi le premier temps de l'opération, ils sont aperçus par 2 gardes qui donnent l'alerte. Et une opération comme celle-là ne pouvait réussir que s'il y avait un délai suffisant entre l'arrivée des premiers et l'alerte, permettant au gros des troupes de se retrouver sur la muraille. Et l'alerte est donnée de manière massive. Ça veut dire qu'on prévient la garde. Au-delà de la garde, on prévient tous les gendarmes qui peuvent se trouver dans la cité.
Et on fait sonner le tocsin dans tous les temples de Genève, et c'est toute la population qui sort. Alors, certains ont des armes, d'autres sont armés de briques et de brocs, hein, tout ce qu'ils ont sous la main et qui permet de taper sur quelqu'un. On a gardé le souvenir d'une femme qui s'appelle Catherine Chenel, et Catherine Chenel, son surnom, c'est la mère royaume. Elle a un fait de guerre exceptionnel. Elle a sacrifié sa marmite en jetant sa marmite du haut des remparts sur les soldats savoyards. L'effet de surprise, il est totalement tombé à l'eau. Et en plus, ça veut dire qu'on a une armée aguerrie qui vient d'être battue essentiellement par des civils. Et en plus, il y a eu une fake news. Il y a eu une fake news parce que, bien sûr, on n'imagine pas Charles-Emmanuel prenant d'assaut avec ses soldats, dont il est à l'arrière, et c'est le comte d'Albigny qui commandait les troupes savoyardes. Donc, au moment de l'arrivée au pied de la muraille, il envoie un messager auprès de Charles-Emmanuel, et le message c'est quoi? C'est « tout se déroule bien ». Oui, jusqu'au pied de la muraille, c'est pas un mensonge, tout s'est très bien déroulé. Sauf que comment Charles-Emmanuel, avec en plus l'ambition qui est la sienne, comment est-ce qu'il traduit le message? Il le traduit en disant « l'opération est réussie ». Et l'opération est réussie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Genève a été prise. Donc, très fier du résultat, il va envoyer des messagers dans toutes les grandes cours européennes avec un message totalement explicite mais totalement faux, disant « le duc de Savoie vient de prendre Genève ». Et il y a cette fausse nouvelle qui a été diffusée dans toute l'Europe. Alors, la fin de l'histoire, c'est quoi? Ben, c'est le 21 juillet 1603. Le 21 juillet 1603, donc je vous rappelle, hein, 1601, c'était le traité de Lyon, donc une humiliation quand même vis-à-vis de la France. Le 21 juillet 1603, donc 2 ans et demi plus tard, Charles-Emmanuel doit signer le traité de Saint-Julien, et ce traité garantit aux Genevois la liberté de commerce, reconnaît que Genève est une ville protestante, et la Savoie a l'interdiction de bâtir des forteresses à moins de 4 lieues de Genève. Alors 4 lieues, c'est à peu près 20 km. On oblige le duc de Savoie à respecter, c'est qu'un papier, mais dans ce papier, on lui demande de respecter l'indépendance politique de Genève. Et puis, il y a quelque chose qui se met en place. On l'oblige aussi dans ce traité à respecter pour les Genevois le droit de travailler des deux côtés de la frontière. Et on l'oblige aussi à reconnaître pour les Genevois la liberté de pouvoir circuler dans les États de Savoie, tant pour les personnes que pour les marchandises. Donc ça veut dire que c'est un traité qui est, et c'est bien, ce côté important pour Genève, c'est un traité économique, au détriment de la Savoie. C'est-à-dire que la Savoie est obligée de reconnaître vraiment la liberté économique des Genevois. J'en termine avec la photographie qui se trouve sur la page 24. Pour certains,
c'est quelque chose, je suppose, de bien connu. Pour les autres, c'est quoi? C'est une petite marmite en chocolat qui est emplie de friandises, alors qui est décorée aux couleurs de Genève, hein, les petits rubans, parce que vous avez les armoiries de Genève qui figurent sur la marmite avec l'aigle impérial et puis la clé de Saint-Pierre. Et chaque année, les pâtissiers genevois fabriquent ces petites marmites pour rappeler le fiasco de l'escalade. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des armes de dissuasion nucléaire. Eh bien, à Genève, on a utilisé une arme de dissuasion culinaire. Voilà, on n'en a pas fini avec Charles Emmanuel, parce qu'il n'est pas au bout de ses ambitions, mais comme on est sur une séquence d'un tout petit peu plus d'1 heure, donc le prochain épisode nous permettra de voir la suite des événements. Je réponds simplement à une question qui m'a été posée, qui est la question de Véronique. C'est vrai que cette question pointe un vrai paradoxe. Comment est-ce que des gens qui étaient toujours en train de se marier entre eux et qui étaient toujours en train de se faire la guerre, comment est-ce qu'ils pouvaient avoir une vie de famille? Oui, c'est compliqué. Les repas de famille, à certains moments, entre la France et la Savoie, on devait éviter. Mais il n'empêche que le mariage, c'est quand même un autre moyen, et que se marier, c'est peut-être un moyen de ne pas faire la guerre tout de suite. Ça n'empêchera pas de la faire plus tard. Bon, je vous laisse pour l'instant.